Bonjour, aujourd'hui on va essayer de faire la correction du sujet numéro 4 intitulé « Comportement global d'une plateforme de tri ». Tout d'abord, on va commencer par la première question dont l'objectif sera la maîtrise des coûts de maintenance. Sur le fichier Excel, on a recopié le même tableau de l'énoncé. Comme vous voyez, il y en a 5 colonnes qui doivent être remplies. Commençons d'abord par la plus facile qui est la somme des temps d'arrêt. Pour chaque centre de charge, on va essayer de sommer le temps d'arrêt par heure correspondant. Par exemple, pour le convoyeur, ici, on a 8 plus 12 plus 2 plus 3 et ça fait 25. Maintenant, on va passer pour remplir la deuxième colonne qui est le coût de main-d'œuvre. Il faut savoir que le coût de main-d'œuvre est égal au coût horaire de maintenance qui est 23 $ dans notre cas multiplié par la somme des temps d'arrêt. Voilà, c'est 23 $ dans notre cas. Pour la troisième colonne, qui est le coût de pièces de rechange, on va suivre la même démarche que la première colonne, en essayant cette fois-ci de sommer le coût de pièces de rechange pour chaque composant. Par exemple, dans le cas du overband, ici, on a 6,25 plus 167,69 et ça fait 173,94. Pour la quatrième colonne, qui est le coût d'indisponibilité, il est obtenu par la multiplication du coût de perte de production par heure, équivaut 183 $ dans notre cas, multiplié par, le temps d'arrêt, ici. Pour la cinquième et dernière colonne, il suffit de sommer le coût de main-d'œuvre, le coût de pièces de rechange et le coût d'indisponibilité pour obtenir le coût de défaillance. Passons maintenant pour la deuxième question. Dans cette question, on va essayer de cibler le composant le plus pénalisant. En cela, on va essayer de remplir le tableau suivant. Le coût de défaillance, bien sûr, c'est déjà calculé dans la première question. Il suffit alors de le trier de manière décroissante. Puis, on calcule le coût cumulé. Pour cette cellule, on va juste garder celle-là. Pour celle-là, on va sommer les deux suivantes. Passons maintenant pour calculer fréquence cumulée. Pour calculer cette cellule, il suffit de faire cette cellule divisée sur le total. En ce qui concerne le nombre d'interventions, il suffit de compter le nombre de croix pour chaque composant. Par exemple, ici, on a pour le convoyeur 1, 2, 3 et 4. Donc, ça fait 4. Là, voilà, pour le convoyeur. Maintenant, comme première remarque, et selon la méthode d'APC, on peut clairement voir que le centre C5 et C2 appartiennent à la classe A, le centre C1 appartient à la classe B et les deux autres appartiennent à la classe C. Le voilà, un petit rappel ici pour la méthode ABC. Donc, comme vous voyez, c'est la zone A dont 20% des pannes occasionnent 80% des coûts. Je veux juste te rappeler que ces valeurs ne sont pas toujours fixes, c'est juste pour hiérarchiser. On peut alors voir clairement et assurément penser à effectuer des améliorations dans la zone A. Et pour encore mieux voir les choses, on va essayer de tracer ici la courbe de Pareto. Selon ce diagramme, on peut clairement voir que le centre C5 et C2 sont les plus pénalisants et donc méritent une analyse approfondie pour définir des actions correctives. Passons maintenant à la question numéro 3. Comme première étape, on va tracer le tableau exprimant les TBF classés par ordre croissant. Puis on va calculer la fonction de défaillance f de t correspondante. Pour calculer f de t, on va utiliser une relation parmi ces trois relations. Puisque le nombre des données dans notre cas est 6, alors on va travailler avec la relation ci-dessous. Prenons par exemple la première case, on a ici i égale à 1, donc la relation devient 1 moins 0,3 sur 6 plus 0,4. Après avoir rempli la fonction f de t, nous allons passer à voir la loi de Weibull, qui est une loi de probabilité que nous allons utiliser pour modéliser la loi de fiabilité. On définit la loi de fiabilité par la relation suivante. On voit qu'on peut linéariser la loi en utilisant des logarithmes. Et comme résultat, on trouve x égale à ln de t, y égale à ln de moins ln de 1 moins f. Donc pour trouver les paramètres de la loi, on va remplir dans le tableau une colonne x égale à ln de tbf, une colonne y égale à ln de 1 sur 1 moins f. Puis on va tracer une courbe dont l'axe des abscisses est la colonne x déjà remplie dans le tableau et l'axe des ordonnées est la colonne y. Après avoir terminé cette étape, on va afficher l'équation de la droite, qui
qui est l'équation de régression linéaire. On trouve y est égal à 2,1 moins 11,33. On obtient de cette équation gamma est égal à 0, puisque la courbe est une droite, bêta est égal à 2,1 et eta est égal à 215,68. Par suite, on remplace les trois paramètres dans notre relation et on obtient le résultat suivant. À partir de cette loi de fiabilité, il sera possible, une fois qu'on a déterminé les paramètres de la loi, de déterminer la MTBF, c'est-à-dire la moyenne de temps de bon fonctionnement. Avec cette formule, MTBF est égal à eta A plus gamma. Et on retrouvera l'écartif sigma par sigma est égal à eta B. Au niveau de ces constantes A et B, on va les retrouver très facilement à l'aide du tableau suivant. On sait que bêta est égal à 2,1, donc la valeur de A et B vaut respectivement 0,88 et 0,44. Donc la MTBF vaut 191 heures et sigma vaut 95 heures. Après avoir vu avec ma collègue que le temps moyen autre panne ou dur moyen autre panne est une valeur qui indique la fiabilité d'un composant ou d'un produit ou d'un système et que l'écart type sert à mesurer la dispersion d'un ensemble de valeurs autour de leur moyen, passons maintenant pour calculer la fiabilité à la MTBF et la périodicité à 80%. Mais tout d'abord, on va voir ces deux relations. Donc, on a la fonction fiabilité, R de t, est égale à l'exponentielle de moins t moins gamma sur nu à la puissance bêta, avec bêta un nombre sans dimension qui détermine la forme de la distribution et gamma, c'est un paramètre de position, il fixe l'origine de l'étude et définit donc un changement d'origine dans l'échelle de temps. Donc, d'après le calcul numérique, on trouve finalement que RMTBF est égal à 46,11%. Passons maintenant pour voir la périodicité. Donc, on a la relation de périodicité comme ceci. On a T est égal à MTBF plus ou moins K fois sigma. Donc, pour un niveau de maintenance 80% qui est supérieur à 50%, il faut soustraire K sigma à la MTBF. D'où T, ça va être égal à MTBF moins K fois sigma. D'après ce petit tableau, on a le coefficient à appliquer à l'écart type en fonction de la probabilité de réussite est égal à 0,9. Donc, après le calcul numérique, on trouve T est égal à 105,0376. Passons maintenant pour voir la moyenne des temps d'arrêt suite à une défaillance. Donc, on a la relation de MTA est égale à la somme des temps d'arrêt sur le nombre de doigts de retenue. On fait le calcul numérique, on trouve que MTA est égal à 5,25. Pour la question 3.3, on doit déterminer la période optimale θ, qui est la période d'intervention pour changer les doigts afin d'obtenir une maintenance préventive plus économique que la maintenance corrective. Pour cela, on doit d'abord calculer le coût direct et le coût indirect de défaillance. On sait que le coût direct est la somme du coût de main-d'œuvre et la pièce de rechange. Pour notre cas, on a la pièce de rechange coûte 200 € et le coût horaire de main-d'œuvre c'est 25 et on le multiplie par la MTA qui est 5,25 et ça nous donne 331 €. Pour le coût indirect, c'est tout simplement le coût d'indisponibilité qui vaut 183 € par heure et on la multiplie par la MTA qui est 5,25 avec une application numérique, ça donne 960 €. Ensuite, on calcule le ratio R qui est la criticité économique et qui est le coût indirect sur le coût direct. Par une application numérique, il nous donne 2,9. Après, on doit déterminer X graphiquement en utilisant les abacs qui lient. Dans ces abacs, on a le rapport C2
sur C1 qui dépend de deux paramètres, bêta qui caractérise la forme de la distribution et R qui caractérise le rapport coût indirect sur direct. Pour trouver la valeur de x, on doit faire l'intersection de ces deux paramètres et on fait la projection du point d'intersection sur l'axe des abscisses. Pour notre exercice, on a bêta est égal 2 d'après la question précédente et R est égal 2,9 qu'on a calculé tout de suite. Alors, on obtient une valeur de x de 0,6. Il reste à faire l'application numérique de la relation de θ qui est x fois nu. On a nu vaut 215,68 d'après les questions précédentes et x est 0,6 et enfin on a la valeur de θ c'est 129.